Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 10 mai. Selon les autorités de Belgrade, des unités de l'armée yougoslave et de la police serbe auraient commencé leur retrait du Kosovo. Ruse ou réalité, nous écouterons les réactions depuis Bruxelles, de l'OTAN avec Jean-Marc Ilouz, des États-Unis avec Philippe Gassot, de Moscou avec Gilles Rabin, depuis Kukës en Albanie avec Valérie Fourniou qui nous donnera les témoignages des réfugiés albanais du Kosovo. Et au Monténégro, nous retrouverons Benoît Duquesne. En Corse, le préfet Jean-Pierre Lacroix fait ses premiers pas officiels, poursuite de l'état de droit, mais politique de dialogue. Confrontation pour rien à Lille, Richard Virenque face à Bruno Roussel et Willy Wood de l'équipe Festina ne change pas d'avis, il nie avoir pris des produits dopants. C'est un communiqué de l'agence yougoslave Tanjug, il a été diffusé en fin d'après-midi aujourd'hui et il dit ceci: étant donné que les opérations au Kosovo contre la soi-disant UÇK, armée de libération du Kosovo, sont terminées, le commandement suprême a ordonné le retour du Kosovo d'une partie des unités de l'armée et de la police. Cette décision, poursuit le communiqué, se réalise depuis le 9 mai, hier, à 22 h. Alors est-ce une réalité? Est-ce un coup publicitaire? Comment les pays engagés dans l'action de l'OTAN ont-ils réagi? Nous allons tenter de vous donner l'essentiel de ces réactions et les premiers commentaires. Mais auparavant, avec Laurent Boussier, examinons l'état des forces militaires yougoslaves au Kosovo autant que l'on puisse le connaître. L'information est tombée à 17 h à l'ouverture du grand journal de la télévision de Belgrade. Compte tenu du fait que les activités au Kosovo contre les forces terroristes de l'UÇK ont pris fin, le commandement suprême a ordonné à une partie de l'armée et de la police de commencer son retrait du Kosovo à partir d'hier 22 h. Coup de poker du président Milosevic ou première des 5 conditions imposées par l'OTAN pour arrêter les frappes aériennes. Cette annonce arrive alors que depuis quelques semaines, le nombre de soldats serbes a été multiplié par 2 au Kosovo. De sources militaires, on évalue aujourd'hui à 60 000 hommes les forces stationnées dans la province. 30 000 appartiennent à la 3e armée yougoslave, concentrée dans les zones en marron sur cette carte. La plupart de ces hommes et leur matériel sont arrivés au Kosovo au début de l'année et ont été engagés contre les bastions tenus par l'UÇK. 30 000 autres font partie de la police spéciale présente sur le terrain depuis près d'1 an. Ce sont eux qui ont participé aux opérations d'épuration ethnique dans les villes et les villages kosovars. À ces 60 000 hommes, il faut ajouter les milices paramilitaires, ceux qui ont commis les plus terribles des exactions. On ne connaît évidemment pas leur nombre. La décision annoncée aujourd'hui par l'état-major de l'armée yougoslave ne précise ni combien ni quand les troupes présentes au Kosovo vont se retirer. Et pour l'instant, l'OTAN ne confirme aucun mouvement dans ce sens. Alors Laurent Boussier, c'est un peu une surprise, c'est un signe inédit. Oui Claude, c'est la première fois que le pouvoir yougoslave envoie un signe de cette nature. Alors évidemment, il est trop tôt pour dire si cette annonce sera suivie des faits et donc d'un retrait effectif et important des troupes serbes au Kosovo. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas un signe négatif. Évidemment, ça n'est que le début de la première des 5 conditions posées par l'ONU et par l'OTAN pour l'arrêt des frappes. Alors je vous rappelle ces 5 conditions: arrêt de la violence au Kosovo, retrait véritable des forces militaires, paramilitaires et de la police de la province, retour des réfugiés, présence d'une force de sécurité internationale, recherche d'un cadre politique prenant pour base le projet d'accord de Rambouillet. Alors aujourd'hui, on assiste peut-être à l'amorce de quelque chose, mais s'il faut voir la suite, pour l'instant, rien n'est réglé. Alors, pourquoi ce retrait? Que dit-on à Belgrade? Quelles sont les réactions? Voici la correspondance de l'un de nos envoyés spéciaux, Gérard Grisbeck, à Belgrade. Le communiqué de l'agence Tanjug, de l'agence officielle yougoslave, nous apprend donc que les opérations contre l'UÇK, c'est-à-dire l'armée de libération du Kosovo, étant terminées, eh bien tout cela permet un retour du Kosovo d'une partie des unités de l'armée et de la police, et ce depuis hier soir 22 h. Il faut bien noter le terme retour et non pas retrait, puisqu'on refuse ici d'employer les termes qui sont ceux de l'OTAN. Alors comme des attaques terroristes de l'UÇK, nous dit le communiqué, pourraient reprendre, eh bien il est urgent de garder des organes réguliers sur place, sans doute une police, peut-être plus. En tout cas, le communiqué ne nous dit pas du tout qu'il est question d'évacuer toutes les forces serbes du Kosovo. Alors évidemment, Slobodan Milosevic cherche une issue politique à la guerre. Il profite de la crise diplomatique qui a provoqué la destruction de l'ambassade chinoise à Belgrade. Les États-Unis sont en position plus faible, plus fragile après cette bavure de l'OTAN. Et c'est peut-être le moment choisi pour parvenir à un accord, alors que chacun pourrait sauver la face.
Alors cette décision de retrait, même partielle, de ces forces serbes vient aussi peut-être de la lassitude exprimée par les populations serbes soumises au bombardement de l'OTAN. À Niš, par exemple, les destructions ont été hier encore particulièrement spectaculaires. Reportage Gérard Grisbeck. On pourrait presque parler de Niš la martyre, car la deuxième ville de Yougoslavie a déjà été bombardée 14 fois, de nuit mais aussi de jour. Alors évidemment, ici les gens sont abasourdis, d'autant que plusieurs fois l'OTAN a raté sa cible et a frappé un marché, puis un hôpital. Sans parler des bombes à fragmentation qui n'explosent pas tout de suite et soufflent les bâtiments. Alik Makic était devant sa maison au moment de l'explosion. Il a été gravement blessé. Les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher un jour. J'ai vu des éclats de tous les côtés. Je pense que ce sont des bombes à fragmentation parce que j'en ai déjà vu. Et ça faisait le même bruit. J'ai reconnu le bruit. Jovan Zlatic est responsable de la défense civile. Il a recueilli dans un classeur toutes les photos des destructions. L'homme manie la langue de bois et tente de nous convaincre que l'OTAN a plus détruit son pays que l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les bombardements toucheraient les soldats qui partent au Kosovo. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Ce ne sont que des civils. Difficile à croire que l'OTAN s'acharne sur une ville sans objectif militaire, d'autant qu'en arrivant dans la ville, on a vu une raffinerie brûlée. Difficile pour les journalistes d'obtenir des informations fiables. Ici, la mairie est tenue par l'opposition, mais malgré nos demandes répétées, nous n'avons pu rencontrer aucun opposant au régime du président Milosevic. Alors, les images de ce reportage ont été visées par les autorités militaires serbes. À Bruxelles, au siège de l'OTAN, il faut parler de prudence et d'attentisme, mais les réactions, Jean-Marc Ilous, ne sont pas celles d'un rejet. Exactement. Réaction de scepticisme et pas des réactions négatives. Disons que pour l'OTAN, pour que ce retrait annoncé soit crédible, il faut qu'il soit vérifiable, qu'il soit vérifié et qu'il soit annoncé par le président Milosevic lui-même. Pour l'instant, rien de tel depuis 24 heures. L'OTAN fait surtout une remarque. Aucune des 5 conditions posées par l'OTAN et désormais aussi par la Russie ne sont mentionnées dans ce communiqué, puisqu'on n'y parle ni du retour des Kosovars, ni de leurs conditions de sécurité, ni de leur avenir. Et puis, les militaires se posent plusieurs questions. Est-ce que les forces spéciales, les forces paramilitaires qui se sont tristement illustrées au Kosovo, seront-elles encore là? Est-ce qu'il est question de retirer des armements lourds et dans quelle proportion? Et puis surtout, s'agit-il d'un retrait partiel, définitif du Kosovo ou simplement d'un simple mouvement de rotation de troupes? Alors ce soir, quelle est l'analyse qui prévaut au siège de l'OTAN? Eh bien, disons qu'on a l'impression ici, vu de l'OTAN, que sous les doubles pressions des bombardements et d'une stratégie diplomatique OTAN-diplomatie, eh bien à Belgrade, on commence à prendre en compte la combinaison de ces facteurs. Alors question, il faudra vérifier dans les prochains jours si l'on assiste simplement à des retraits médiatiques pour faire plaisir aux Russes, aux Chinois et tenter, qui sait, d'entamer la cohésion de l'Alliance. Merci Jean-Marc. Aux États-Unis, à New York, au siège des Nations Unies, le porte-parole a qualifié de développement positif le retrait partiel des forces serbes si celui-ci était confirmé. D'autre part, l'ancien émissaire de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie, M. Yakushi Akashi, a déclaré que Slobodan Milosevic était prêt à négocier sur la base des propositions du G8 avec une force internationale au Kosovo sous la responsabilité de l'ONU. Mais les dirigeants américains, Philippe Gassot, sont eux aussi très prudents sur l'annonce du retrait serbe. Eh bien, disons-le, la première préoccupation des Américains, c'est le bombardement sur l'ambassade de Chine et surtout ses conséquences. Quant au retrait de l'armée serbe du Kosovo, ici à Washington, on demande à voir. Ce matin, Madeleine Albright a participé à une conférence de presse. Elle a indiqué qu'un rapport lui avait été remis et que dans ce rapport, on indiquait que 50% seulement des forces serbes allaient quitter le Kosovo. Pour elle, 50%, c'est loin du compte, car Madeleine Albright dit qu'elle n'est pas femme à se contenter de demi-mesures. Ici à Washington, on répète inlassablement que les commandements de l'OTAN sont sur 5 points, que Slobodan Milosevic est donc loin du compte. Par conséquent, les bombardements devraient se poursuivre.
Alors Bercy, tandis que le ministère des Affaires étrangères anglais déclarait insuffisant le retrait des Serbes, le président Jacques Chirac, qui se trouve en visite officielle en Finlande, à Helsinki, a rappelé les 5 conditions pour cesser les frappes exigées par les Alliés en se refusant de commenter plus avant la décision de Belgrade. Les ministres européens des Affaires étrangères de la Défense, qui se trouvent pendant ce temps, tandis que M. Chirac est à Helsinki, qui se trouvent eux à Brême en Allemagne, ont souhaité que ce retrait des troupes serbes soit vérifiable. Le président français a d'autre part présenté ses très profonds regrets aux autorités chinoises. Celles-ci continuent d'exiger une condamnation à l'ONU et des sanctions contre les auteurs de cette erreur meurtrière. Pour la 3e journée consécutive à Pékin, des dizaines de milliers de Chinois ont manifesté. Les forces de l'ordre avaient pour mission d'éviter tout débordement excessif autour de l'ambassade des États-Unis. Reportage Tristan Lebras et Isabelle Bechler. Colère et participation plus modérée qu'hier. Les manifestants chinois de ce lundi contre l'ambassade des États-Unis ont été soigneusement triés sur le volet. N'était admis que les groupes constitués, dûment encadrés. Les individus étaient interdits de manif. Avec une autorisation du bureau de la sécurité, on passe. Mais pour les gens qui ne sont pas dans une organisation, c'est pas possible. Il n'y a pas de doute, ils l'ont fait exprès, les Américains. Ils sont tellement brutaux. Mais il ne faut pas prendre les Chinois pour des mauviettes. Pour la première fois, la force publique se voulait aussi nettement plus dissuasive. Casqués mais sans armes apparentes, les hommes de la police armée étaient nombreux sur place pour faire rempart de leur corps, tenir les milliers de manifestants en respect et surtout interdire l'accès des bâtiments diplomatiques aux casseurs éventuels. L'effigie d'un Bill Clinton, champion des droits de l'homme, armé de missiles, a été incendiée et même les moines de l'Institut bouddhique avaient été invités à venir protester. Halte aux criminels de guerre! Vive la suprématie chinoise! La race chinoise ne peut pas être humiliée! Luttons, luttons, luttons jusqu'au bout! La guerre sino-américaine est inévitable. Elle est dans la logique de l'histoire. Les peintres de l'Institut des Beaux-Arts de Pékin avaient mis leur talent au service de l'élan nationaliste du jour. Comme tous les autres, ils réclamaient que le sang occidental vienne laver le sang chinois. Et il y a quelques heures, l'envoyé spécial du président Boris Yeltsin, M. Viktor Tchernomyrdin, arrivait à Pékin pour des discussions avec les autorités chinoises sur la crise du Kosovo. Il faut rappeler que la Chine et la Russie sont toutes les deux hostiles aux frappes de l'OTAN. À Moscou, l'agence Interfax parle d'un grand pas dans la bonne direction à propos de l'annonce du retrait serbe. Quelle est la signification de ce grand pas, Gilles Rabin, depuis Moscou? Eh bien écoutez Claude, ça signifie tout simplement une grande prudence justifiée par des raisons techniques d'abord. Ce lundi est férié en Russie et cette première réaction officielle émane des conseillers de permanence au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le plus bas niveau politique. Mais il y a bien sûr des raisons de fond à cette prudence. D'une part, la méfiance du Kremlin, de la Russie vis-à-vis de Milosevic, méfiance qui a été ravivée par les cafouillages récents du premier voyage à Belgrade de Viktor Tchernomyrdin, le médiateur qui se trouve aujourd'hui à Pékin. D'autre part, sans l'avoir dit, la Russie attend depuis plusieurs semaines maintenant un vrai geste de Belgrade, geste qui donnerait un peu de marge de manœuvre à sa médiation. Alors, c'est pourquoi, à Moscou comme ailleurs, on va très certainement, sans aucun doute, se donner du temps pour vérifier et mesurer l'ampleur de ces débuts de retrait avant d'aller plus loin et peut-être, le cas échéant, relancer l'idée d'une pause dans les bombardements. Merci Gilles. Et puis à noter que demain, le chancelier allemand Gerhard Schröder commence une visite officielle lui aussi en Chine. Alors en parallèle de cette multiplication d'annonces et de voyages diplomatiques, le sort des centaines de milliers de réfugiés albanais du Kosovo ne s'améliore guère. Bien au contraire, il suffit d'observer ce qui se passe en Macédoine où le chantage à la fermeture des postes frontières s'ajoute aux protestations et débuts de révolte des réfugiés dans les camps. Reportage Richard Binet, Patrick Desmully. C'est un réfugié qui tente de calmer ses frères. Ce matin, l'un des leurs a été molesté par la police macédonienne alors qu'il voulait simplement sortir du camp. Il vient leur annoncer qu'après négociation, désormais les policiers qui les contrôlent seront d'origine albanaise. Pour l'instant, on a réussi à les calmer, mais pour combien de temps? À l'entrée du camp, les forces de la police macédonienne se font discrètes. Elles savent que désormais, elles ne sont plus les bienvenues. Avec eux, on ne se sent pas en sécurité. On risque de se faire tabasser à tout moment.
Le HCR sait que la situation dans les camps est de plus en plus critique. Les évacuations vers l'Occident, 35 000 à ce jour, ne suffisent plus. C'est comme un gigantesque terrain de football. Ils souffrent de la chaleur, ils attendent depuis longtemps, ils ont besoin d'un prétexte pour dire ce qu'ils ont à dire et malheureusement ils ont utilisé ce moyen pour exprimer leur ras-le-bol. Pour la plupart, ils pensaient s'envoler vers d'autres pays. Aujourd'hui, ils sont toujours au sol. Ça fait 1 mois et demi que je croupis ici. On nous a inscrits sur des listes, mais on attend toujours. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé ce matin, la Macédoine s'est déclarée prête à accueillir de nouveaux réfugiés. Mais cette fois, il semble que c'est du côté serbe que les réfugiés sont bloqués. Il serait plus de 10 000 à attendre là-bas, de l'autre côté de la frontière. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, la moitié de la population du Kosovo, soit 900 000 personnes, aurait fui vers les pays limitrophes depuis plusieurs semaines, sans que l'on sache précisément les conditions de vie actuelles de ceux qui sont restés au Kosovo. Commentaire Nathalie Moisan. À l'image de ces réfugiés, les derniers arrivés ce week-end sont fatigués, traumatisés, plus encore peut-être qu'avant. Sur la route, ils disent avoir été pris pour cible par la police serbe et puis les hommes ont été raflés. 15 000 personnes ont fui le Kosovo vers l'Albanie hier et samedi. Ces dernières arrivées portent à 422 000 le nombre de Kosovars installés dans ce pays, principalement vers Kukës à la frontière, dans la région de Tirana et vers Vlora au sud. À la frontière macédonienne, plus personne ne passe depuis 4 jours. Serbes et Macédoniens se renvoient la responsabilité de ces brusques fermetures de frontières qui prennent les réfugiés en otage depuis plusieurs semaines. Et les traumatismes de l'exode s'ajoutent les uns aux autres. Avec les départs de ceux qui ont choisi de rejoindre le sud de l'Albanie grâce au corridor humanitaire, histoire de désengorger la Macédoine. Avec 241 200 réfugiés, ce pays a déjà accueilli plus de 10% de sa population. Le Monténégro, qui appartient à la République fédérale yougoslave, abrite lui 63 200 Kosovars et la Bosnie 18 500. Au début des frappes de l'OTAN, c'est la région frontalière du Kosovo avec l'Albanie qui s'est vidée. Puis fin mars a commencé la déportation massive, organisée, des habitants de Pristina, le chef-lieu du Kosovo, en direction de la Macédoine. Un flot humain qui n'a pas cessé depuis. La semaine dernière, il venait de Prizren, ce week-end de Peć. Avec ceux qui ont été évacués vers les pays d'Europe, les États-Unis et le Canada, en tout 35 000 Kosovars, la population de la province se serait vidée de moitié. Le HCR estime à entre 600 et 800 000 le nombre d'habitants encore présents au Kosovo. Et selon le Premier ministre albanais, le retrait partiel annoncé par les troupes yougoslaves est un coup publicitaire. Et le nettoyage ethnique se poursuit, affirme le Premier ministre d'Albanie. Il est vrai, Valérie Fourniou, que les réfugiés en Albanie n'y croient pas à ce retrait. La réaction parmi les réfugiés ici à Kukës est unanime. Tous ceux que nous avons rencontrés nous ont dit « les Serbes n'ont aucune parole, nous ne les croyons pas ». Comme vous le savez, ici, dans les camps, il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes. Des femmes qui ont tenté en vain de sauver un frère, un père, un fils, fusillés devant elles par les forces paramilitaires serbes. Toutes nous ont dit comment croire ceux qui nous ont offert un café lors de l'expulsion de notre village, qui nous ont dit ne vous inquiétez pas, cela va bien se passer, et qui, l'heure d'après, a rassemblé les hommes, leurs maris et les ont tués. Donc évidemment la réaction ici est très pessimiste, mais en même temps il y a beaucoup d'espoir. Tous ont envie, comme tous les Kosovars, de retourner au Kosovo, mais uniquement, nous ont-ils dit, derrière les pas de militaires d'une force de sécurité ou de l'OTAN. Merci Valérie. D'autre part, il semble que l'armée yougoslave ait partiellement débloqué les ports du Monténégro. À Podgorica, la capitale, Benoît Duquesne, quelles ont été les premières réactions? Quelles sont les analyses qu'on peut faire après cette annonce de Belgrade du retrait partiel de ses forces? Écoutez, ici, vous le savez bien, la République du Monténégro est très prudente compte tenu de sa situation dans la Fédération yougoslave, avec bien sûr cette deuxième armée fédérale qui stationne sur son territoire. Et vous l'avez dit, ces négociations permanentes avec l'armée qui ont conduit cet après-midi à un assouplissement du blocus du port de Bar. Ce qu'on sait simplement, c'est que le gouvernement est en réunion depuis cette annonce de Belgrade, que le parti du président est aussi en réunion pour savoir ce qu'il y a à dire sur cette annonce, et que seulement un ministre qui a bien voulu nous répondre 2 minutes au téléphone avant de raccrocher, eh bien, nous a dit, écoutez, à notre
notre connaissance, en tout cas, si les troupes se retirent, ça n'est pas pour venir ici. Et vous savez que, bien sûr, la République du Monténégro ne souhaite pas du tout voir arriver des éléments ici de la 3e armée. Elle a suffisamment à faire avec la 2e armée. Et puis, dernière chose, eh bien, c'est que l'un des principaux opposants à Slobodan Milosevic se trouve ici en ce moment, qu'il a beaucoup discuté avec le président monténégrin, et que leur point de vue à tous les deux, eh bien, c'est que c'est Milosevic qui doit signer la fin de cette guerre, puisque c'est lui qui l'a déclaré, et ce n'est qu'après qu'un processus démocratique pourra se mettre en place. Merci Benoît. Enfin, le président italien, M. Oscar Luigi Scalfaro, était en Macédoine. Il s'est prononcé en faveur d'un arrêt des bombardements de l'OTAN. Et puis au Vatican, le pape a reçu le chef modéré des Albanais du Kosovo, M. Ibrahim Rugova. Il a surtout été question des efforts pour le retour au Kosovo des réfugiés. M. Rugova doit prochainement se rendre à Bonn à la fin de la semaine, puis à Paris. Voilà pour l'actualité du conflit au Kosovo, marquée donc aujourd'hui par l'annonce faite par les autorités de Belgrade d'un possible retrait partiel de l'armée et de la police au Kosovo. En Corse, c'était aujourd'hui la première journée officielle du nouveau préfet, M. Jean-Pierre Lacroix. Il a mis en avant 2 grands principes, égalité républicaine et respect mutuel. On a donc guetté tout au long de cette journée ses premiers gestes. Voici le reportage de Philippe Visserias, Agnès Gardet et Alain Locaccio. Son premier acte public a été consacré au souvenir. Un dépôt de gerbes devant le monument aux morts d'Ajaccio. Dignité, solennalité, Jean-Pierre Lacroix doit restaurer l'image de l'État dans l'île. Monsieur le maître, président de l'Union... Élu, ancien combattant, président d'association, le préfet de région rencontre ses nouveaux interlocuteurs. D'emblée, son style se veut différent de celui de son prédécesseur. Merci d'être là ce matin. Entre parlementaires européens. Bon, il va bien, Gérard. J'écouterai ceux qui m'entourent, ils sont nombreux. J'écouterai les élus, j'écouterai tous ceux qui ont des messages à me communiquer, des messages dans le cadre de la légalité républicaine. Et munite soviétique, je crois qu'il faudra aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est encore une fois c'est le social, c'est la vie normale, c'est la paix. Le message que nous faisons... Message reçu pour les élus corses. Nous avons vécu pendant quelques mois, qui sont une parenthèse dans une relation de méfiance, de suspicion entre l'État et la communauté insulaire. Et je crois que les conditions dans lesquelles vous arrivez en Corse nous conduisent à marquer une rupture à cet égard qui sera tout à fait positive pour tout le monde. Devant une population qui observe ses moindres gestes, quelques pas dans les rues d'Ajaccio. Il a une bonne bouille, comme on dit, quoi. Il a l'air d'être présent. Maintenant, on va voir un peu à l'ouvrage ce qu'il fera. Mais les méthodes sont totalement différentes de son prédécesseur, je pense. À ce qu'on dit, hein, d'après ce que j'ai lu. 2 images fortes auront marqué cette première journée. Jean-Pierre Lacroix salue le colonel Rémy, nouveau commandant de la Légion de gendarmerie en Corse, successeur du colonel Mazère. Puis, il se rend au commissariat de police pour un hommage aux policiers morts pour la France. Au nom du ministre de l'Intérieur, les gendarmes puis les policiers, une façon de dissiper le climat de méfiance qui a prévalu en Corse entre ces 2 institutions lorsque Bernard Bonnet était préfet de région. Avec mes félicitations. Dernier hommage, loin des caméras. Derrière les murs de la préfecture, Jean-Pierre Lacroix s'est recueilli devant la plaque érigée en mémoire de Claude Érignac. Et il y a un peu moins d'une heure, sur France 3 Corse, et conformément à ses premiers engagements, M. Jean-Pierre Lacroix, le préfet, s'adressait directement aux Corses. Il était interrogé par notre confrère Charles Frigara. Voici un extrait de son intervention. J'arrive dans un état d'esprit qui est effectivement, vous l'avez dit, rétablissement de la confiance. Mais ces mots ne suffisent pas en eux-mêmes. Mais simplement, je sais que ce dialogue confiant et la légalité républicaine sont certainement les conditions premières pour le traitement des dossiers extrêmement importants dont vous avez dressé la liste à l'instant. Est-ce que vous allez marquer une rupture avec la gestion ou les méthodes de votre prédécesseur ? Je ne veux pas me définir par rapport au passé. Je veux simplement indiquer très clairement mes propres souhaits, mes propres attentes. Je l'ai dit et répété, c'est écouter, entendre, aller au-devant, se laisser guider par tous ceux qui voudront encore une fois le faire et mieux comprendre, appréhender les véritables problèmes. Ça ne se définit pas par rapport à avant ou après, c'est la direction, c'est la voie que je m'assigne. Alors M. Lacroix va être confronté à la réalité très rapidement. Plusieurs dossiers l'attendent, des dossiers politiques avec l'Assemblée territoriale, des dossiers économiques, des dossiers aussi qui révèlent de cette notion de rétablissement de l'état de droit. Les dossiers qui attendent Jean-Pierre Lacroix qui vous sont présentés par Michel Fine.
Les paillotes, c'est évidemment le dossier le plus sensible pour le nouveau préfet. Bernard Bonnet avait décidé de faire raser ces petits restaurants construits illégalement au bord des plages. Les propriétaires, eux, s'étaient engagés à démonter leurs établissements le 30 octobre ou plus tard. Tout le monde attend le sort que Jean-Pierre Lacroix réservera à ce dossier. Je lui fais entièrement confiance. Je pense qu'on va arriver à trouver un arrangement au point de vue permis de construire, au point de vue autorisation sur le domaine public maritime. Bastia Securita, la société de transport de fonds proche de la Concoult et du FLNC Canal Historique. Elle avait le quasi-monopole de son activité sur l'île jusqu'à ce que la préfecture refuse de renouveler les autorisations de port d'armes. Les nationalistes ont bien l'intention de défendre la soixantaine d'emplois qui devraient disparaître. Jean-Pierre Lacroix devra faire fermer Bastia Securita, et ce dans un contexte où le mouvement nationaliste est renforcé. BS a le droit, Bastia Securita, a le droit de vivre et a le droit de fonctionner comme toute autre entreprise. Et nous ne laisserons pas la place à une entreprise française, tout simplement. Enfin, le budget de l'Assemblée de Corse, plus de 2 milliards de francs. En avril, les élus n'ont pas réussi à le voter, faute de trouver une majorité suffisante. Conséquence, c'est la préfecture qui devra gérer le budget à la place de la collectivité territoriale. L'occasion de vérifier si tous les comptes sont bien à jour. Sur le plan judiciaire, l'ex-directeur de cabinet du préfet Bernard Bonnet a été placé sous mandat de dépôt après un débat contradictoire et le juge d'instruction, M. Patrice Cambérou, a affirmé, ce qui paraît logique pour un juge, qu'il mènerait ses investigations jusqu'au bout. L'enquête est de Michel Fine avec France Vaillant. C'est un petit avion militaire qui vient de l'amener sur l'aéroport d'Ajaccio. Gérard Pardini, l'ancien directeur de cabinet du préfet Bonnet, salue l'officier de la gendarmerie. Le numéro 2 de la préfecture est sous haute protection. Il est venu pour se voir notifier son maintien en détention. Le juge l'entendra plus tard sur le fond. Autre audition prévue, celle des conseillers de Matignon. Je vous dirai simplement que toutes les auditions nécessaires seront faites et que je mène mon enquête jusqu'au bout. Et celle de M. Bonnet prévue pour quand? Je ne peux pas vous le dire non plus. C'est toujours le secret d'instruction. Mais jusqu'au bout, je ne m'arrêterai pas en cours de route. Contre l'ancien directeur du préfet Bonnet, les charges sont lourdes. Pendant sa garde à vue, il a avoué être l'auteur de ce tract qu'il aurait rédigé à la demande du préfet Bonnet. Le colonel Mazère, quant à lui, a avoué qu'il avait incendié avec Gérard Pardini une autre paillote, l'Aria Marine, pour montrer aux gendarmes que c'était possible. L'ancien directeur de cabinet du préfet sera bientôt mis en examen dans ce dossier. Dans les jours à venir, le juge d'instruction devrait entendre les officiers du groupe de peloton de sécurité, parmi lesquels le capitaine Ambrosse, chef du GPS. Quant à l'audition du préfet Bernard Bonnet, première audition sur le fond, très attendue, elle ne devrait pas survenir avant la semaine prochaine. À Lille, le juge d'instruction chargé du dossier du dopage, dossier ouvert lors du dernier Tour de France, procédait à la confrontation aujourd'hui dans son cabinet de Bruno Roussel et Willy Voet d'une part, c'est-à-dire l'ancien directeur sportif et l'ancien soigneur de l'équipe Festina, et de Richard Virenque d'autre part. La confrontation a été difficile, voire violente sur le plan verbal, mais Richard Virenque n'a pas changé d'avis, il ne s'est pas dopé. Le reportage est de Marianne Masse et Stéphane Bretner. 14h30, c'est un Richard Virenque au visage fermé qui se présente au palais de justice de Lille. 18h, il en ressort. Entre les deux, le coureur n'aura pas varié d'un pouce sur ses déclarations. Il n'a rien à voir avec le dopage. Pour ses principaux accusateurs, c'est l'incompréhension. Rien dans le code de procédure pénale ne s'oppose à nier les évidences. Il appartient ensuite au juge d'instruction de faire son lit de ce qu'il a dans le dossier. Il lui appartiendra de décider s'il convient ou non de renvoyer M. Virenque devant un tribunal correctionnel. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à ce que j'ai dit il y a un instant sur la nécessité cruciale de refonder le cyclisme sur la vérité, la position prise par M. Virenque ne me paraît pas dans le bon chemin. Pendant 3h30, Virenque aura donc été confronté à ceux qui furent pour lui presque des parents d'adoption. Willy Voet et Bruno Roussel, décidés aujourd'hui à faire toute la lumière, quoi qu'il en coûte. J'ai beaucoup souffert et je dis la vérité à la justice, mais c'est tout. Je ne veux plus parler de cyclisme. Richard Virenque, inébranlable malgré les fameux carnets de son ancien soigneur que le juge a en sa possession depuis jeudi dernier et où figurent noir sur blanc les prises de produits des coureurs. Jusqu'où remonte la chaîne des responsabilités? C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs qui avaient convoqué ce matin le président de l'Union cycliste internationale. Hein Verbruggen est toujours en garde à vue ce soir. Depuis le début de l'affaire Festina, le magistrat instructeur a déjà procédé à 13 mises en examen. Tous ont admis leur implication à des degrés divers dans le système du dopage, tous sauf Richard Virenque, rattrapé par une autre affaire.
Le coureur cycliste est convoqué demain à la police judiciaire de Paris pour expliquer les rapports qu'il entretient avec Maître Lavelot, un avocat écroué suite au démantèlement d'un réseau de dopage le week-end dernier. Et puis l'équipe Cofidis a annoncé qu'elle suspendait les coureurs Philippe Gaumont et Frank Vandenbroek qui ont été entendus par la justice à Paris pour une autre affaire de dopage. Le procès de l'escroquerie du quartier du Sentier à Paris, qui était prévu aujourd'hui, celui de 126 personnes travaillant dans la confection, a été renvoyé au 4 octobre prochain pour vice de procédure. À Lyon, le tribunal correctionnel examinait à partir d'aujourd'hui un dossier dans lequel 3 hauts fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir confectionné un document antidaté leur permettant de priver les 3 découvreurs de la grotte Chauvet de leur droit sur l'exploitation de la caverne. La découverte de cette grotte Chauvet avait eu lieu en décembre 1994. Dans cette caverne, il y aurait plus de 300 peintures et gravures datant d'au moins 30 000 ans avant notre ère. Les découvreurs s'estiment lésés par l'administration. La carte vitale, cette carte verte que vous avez certainement reçue, devait simplifier la vie des assurés sociaux. Il y a tout juste un an, son lancement présageait une gestion plus rationnelle des soins, mais les ratés sont nombreux. Seulement près de 2% des médecins actuellement l'utilisent et les équipements informatiques adéquats à cette carte vitale se font rares. Voyez le reportage réalisé par notre équipe Agnès Monteux, Jean-Bernard Schmitt, Raymond Chaplard et Michel Levasseur. Bonjour. Le docteur Jacques Laporte est un pionnier. Il est le seul médecin sur le département des Hauts-de-Seine à pouvoir utiliser le système Vital. Pour ses patients, plus de feuilles de soins à renvoyer. Avec la carte à puce et le matériel informatique du médecin, toutes les informations sont transmises directement à la caisse d'assurance maladie. Le docteur Laporte n'est équipé que depuis une semaine. Il est convaincu par les avantages de ce réseau informatique. Nous avons tout intérêt à collaborer avec la Sécu pour que tout fonctionne et ensuite pouvoir partir sur les réseaux et améliorer la communication entre médecins et pour le bien des patients. Depuis un an, plus de 37 millions de Français ont reçu leur carte, mais seuls 2847 médecins sur 110 000 se sont équipés. Au total, 700 000 feuilles ont été transmises par la carte vitale, soit 1% de l'ensemble des ordonnances. Les médecins jugent le système trop coûteux. Ils viennent d'obtenir une aide d'1 franc par feuille électronique envoyée, une incitation pour eux indispensable. Il n'y a aucune espèce de raison que les médecins prennent à leur charge un surcoût pour un acte technico-administratif. Ça doit permettre à terme des économies pour les caisses d'assurance maladie et ce n'était pas prévu pour faire un transfert de charges vers les médecins libéraux. Certes, l'assurance maladie reconnaît que le système est complexe à mettre en place, mais table maintenant sur une véritable accélération. À partir de la rentrée, on utilisera couramment la carte vitale, car il faut vous dire aussi que nous négocions les conditions de cette indemnisation pour la télétransmission, pas seulement avec les médecins, on vient de terminer avec eux, mais avec les pharmaciens, les kinésithérapeutes, demain les infirmières, l'ensemble des professionnels de santé. Toutes ces incitations ont un coût. On l'estime à plusieurs centaines de millions de francs, rien que pour les médecins généralistes. Dans une semaine, en Israël, les électeurs sont appelés à renouveler le Parlement et donc à changer ou non de Premier ministre. Les sondages pour l'instant sont plutôt favorables à la gauche et au travailliste Ehud Barak face à Benjamin Netanyahou. Toutes les composantes de la société israélienne sont intensément courtisées par le Premier ministre sortant. Reportage Charles Anderlin. Ces images n'ont pas été tournées à Moscou, mais bien à Jérusalem. Campagne électorale oblige, jamais Israël n'a autant fêté la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Et autant choyer les anciens combattants de l'armée rouge. Benjamin Netanyahou leur a promis que le 9 mai sera fête nationale et qu'ils auront droit à des avantages sociaux. Jamais aussi le jeu d'échecs n'a eu autant d'adeptes parmi les hommes politiques israéliens. Voici Ehud Barak, le candidat de la gauche, perdant contre Nathan Sharansky, le chef du parti russe. Monsieur Netanyahou, lui, a fait match nul. Il a désespérément besoin du vote russe, car les sondages montrent qu'il perd du terrain dans tous les secteurs. Monsieur Netanyahou sera battu. Pourquoi? Les Israéliens ont pris très nettement conscience qu'il n'y a pas d'autre alternative que le processus de paix qui est né à Oslo.
Jean Friedman fonde ses prédictions sur la hausse constante d'Ehud Barak dans tous les sondages depuis des mois. Pour remonter la pente, Benyamin Netanyahou fait donc feu de tout bois et répète son credo politique. Lui, dit-il, des immigrants de France, saura négocier avec les Palestiniens. Ils donnent, ils reçoivent. Ils ne donnent pas, ils ne reçoivent pas. Et de joindre le geste à la parole. À 7 jours du premier tour des élections, pour montrer son attachement au maintien de Jérusalem-Est sous la souveraineté israélienne, M. Netanyahou a décidé la fermeture de la Maison d'Orient, le bâtiment où siège la représentation de l'OLP à Jérusalem. Cela risque d'entraîner des manifestations violentes chez les Palestiniens. À l'heure actuelle, d'ultimes négociations ont lieu pour tenter d'éviter ce qui pourrait être un nouveau drame. Du sport, du football, ce sera mercredi soir en direct sur France 3 à Moscou. Marseille et Parme s'affronteront pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Alors beaucoup de choses opposent les deux villes sur le fond et la forme. On pourrait dire que Parme est tranquille et bourgeoise et que Marseille est populaire et turbulente. Curieusement, certains joueurs de Parme connaissent bien Marseille. Ainsi Alain Bogossian, que l'on retrouve dans le reportage de Florent Gautreau et Jean-François Giorgetti. C'est plus qu'un footballeur, c'est un grand voyageur et un ambassadeur. Ancien Marseillais, Alain Bogossian n'a pas oublié ses années à l'OM, les matchs en deuxième division et la pression populaire. Mais il apprécie aujourd'hui à Parme le charme discret d'une ville et d'un club dont les supporters sont rarement en colère. La tranquillité, c'est un choix au départ. Ici, les gens vous reconnaissent, mais ne viennent pas vous importuner. Quelquefois, ils vous saluent, mais c'est vraiment très discret. Dense, mauve et douce, c'est ainsi que Proust décrivait Parme. Ici, les gens vont au stade et s'abonnent à l'opéra. On aime le spectacle, peu importe le résultat. Ça ressemble à Monaco dans le championnat français. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une certaine tranquillité que peut-être dans les autres clubs, ils n'ont pas. Mais bon, peut-être qu'aussi ça joue en notre défaveur parfois. Car Thuram le sait, la pression a parfois du bon. À Marseille, toute la semaine, la foule se presse à la commanderie. Aucun autre club en France ne suscite un tel engouement. Un public en or, mais un public exigeant. Il y a 2 ans, alors que l'équipe ne gagnait plus, les voitures de certains joueurs avaient souffert du mécontentement populaire. Marseille sans l'OM n'est plus vraiment Marseille. L'OM sans supporters n'est plus vraiment l'OM. Moi j'arrive cette année, c'est vrai que je découvre ce club, je découvre cette ville qui vit pour le football, c'est vrai. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai qu'il faut le voir pour le croire. À Marseille, les supporters n'ont pas le pouvoir, mais ils ont du pouvoir. Depuis l'ère tapis, les associations de supporters peuvent utiliser le logo de l'OM pour vendre leurs produits et surtout, elles prélèvent 100 francs sur chaque abonnement acheté par leurs adhérents. Jean-Michel Roussier, qui a voulu s'attaquer à ses privilèges, est devenu la bête noire des fans de l'OM. Banderoles agressives et menaces à peine voilées, le président délégué, qui était souvent accompagné d'un garde du corps, a dû démissionner il y a 2 semaines. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, à Marseille, c'est la seule ville en France où il n'y a pas d'étrangers. Dès que tu passes la frontière à Marseille, tu es Marseillais. Et lui, il a passé la frontière marseillaise, il n'a pas voulu se faire naturaliser. Bon, et bien il a suivi les conséquences. À Parme, les dirigeants n'ont rien à craindre et les joueurs doivent se motiver tout seuls. À quelques heures de la finale, à part 3 japonaises hystériques, c'est le calme absolu. Bogossian, le parmesan, n'a pourtant pas oublié l'effervescence marseillaise. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré jouer avec l'Olympique de Marseille cette finale, si c'était à refaire à l'époque. Aujourd'hui, je crois que on arrive dans un schéma où je me retrouve contre. Ça sera difficile, mon cœur battra pour les 2 équipes au départ. Au départ seulement, car Bogossian a choisi son camp, celui des parmesans. La discrétion n'empêche pas l'ambition. Enfin, littérateur, le prix France Télévisions de l'essai a été décerné à ce livre que je vous montre. L'essai a été décerné à Michel Baridon pour son livre Les Jardins aux éditions Robert Laffont par un jury de 26 téléspectateurs. C'est un livre qui raconte l'histoire des jardins, l'enclos enchanté devenu presque un art. Et ce livre, c'est un voyage autour de tout le monde des jardins. Donc c'est aux éditions Robert Laffont dans la collection bouquins, très agréable à tenir. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle 2 informations que nous avons longuement développées. Tout d'abord, le retrait annoncé d'une partie des forces serbe, de l'armée serbe et de la police serbe, retrait annoncé par Belgrade en fin d'après-midi. Les réactions un petit peu partout dans les capitales des pays engagés par l'action de l'OTAN, des réactions de prudence, notamment depuis Bruxelles. Madame Albright aux États-Unis parle de demi-mesure, tandis que Monsieur Tchernomyrdin se trouve en ce moment à Pékin et continue ses discussions avec les autorités chinoises qui ont demandé des sanctions après les frappes
de leur ambassade à Belgrade. À Brême, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays européens sont également très prudents. Ils trouvent ça pour l'instant insuffisant. Et ce sont les réfugiés en Albanie ou en Macédoine qui font montre de plus de critiques et de scepticisme devant cette annonce faite par les autorités de Belgrade d'un retrait de l'armée et de la police serbe, retrait partiel du Kosovo. En Corse, c'était la première journée officielle du préfet Jean-Pierre Lacroix qui a rappelé sa volonté de dialogue mais aussi de continuer la politique de rétablissement de l'état de droit en Corse. Dans un instant, la météo de Patrice Drevet et puis les rendez-vous de l'information avec notamment à 22h35, ne manquez pas le magazine Mots Croisés, magazine d'Arlette Chabot et Alain Duhamel. Le dossier, c'est l'État face à la Corse avec comme invité M. Jean-Pierre Chevènement qui sera face à François Bayrou, à José Rossi, à Philippe Le Gorjou, à M. Bucchini aussi qui est le maire de Sartène. Le dernier journal vous sera présenté à 0h10 avec Florence Duprat, suivi du cercle de Philippe Lefebvre. Et demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Daniel Cohn-Bendit, tête de liste des Verts pour les Européennes. À 13h, vous retrouverez Rachid Arabe. À demain, 20h. Bonsoir. Merci.